soir, effectivement, je vais faire le point d'actualité le plus récent possible sur ce qui se passe sur le territoire et comprendre un peu avec vous aussi plus précisément ce qu'il se passe et derrière quelles sont les conséquences à prendre en compte et à accompagner. D'où le titre de cette intervention avec des dynamiques démographiques à accompagner qui sont vraiment majeures et des sujets de préoccupation qui se déclinent effectivement après sur l'ensemble des politiques publiques. La démographie a ceci de particulier que c'est souvent un point d'entrée et sur l'ensemble des politiques publiques qui, avec une dynamique démographique forte, mettent en tension plusieurs sujets. Donc l'idée, c'est de revenir avec vous sur finalement tous ces fils, essayer de démêler ce qui se passe et mieux comprendre finalement ces dynamiques. Donc je vous ai préparé ce soir une intervention en 4 temps que vous pouvez voir ici sur le plan du document, avec cette idée d'accélération, et accélération très forte, car on n'a jamais connu sur le territoire une dynamique démographique aussi importante. J'ai après proposé des éléments pour montrer un peu comment ça s'organisait sur le territoire et comment ça se passait ailleurs dans d'autres aires urbaines, le mot a été dit. Et derrière, après, essayer de brosser le profil des ménages qui bougent sur le territoire, qui viennent s'installer, mais aussi ceux qui s'en vont. Et après, tous les enjeux d'accompagnement que ça pose. Avant de rentrer, si vous en êtes d'accord, sur le sujet, très rapidement, des éléments de préambule sur l'agence d'urbanisme effectivement de la région nantaise. Je pense que pour la plupart, vous devez connaître la structure, mais au cas où, je reviens sur la présentation de cette structure associative qui est finalement assez âgée aussi, parce qu'elle a été créée en 1978, cette association, qui est un outil partenarial d'aide à la décision et qui, pour cela, conduit beaucoup d'analyses en matière de démographie, d'habitat, d'économie du territoire, de déplacement. Je crois savoir que Laurent Foin est intervenu il n'y a pas longtemps, justement pour vous montrer quelles étaient les dernières observations qu'on pouvait faire sur le sujet. Et aussi montrer comment, à travers les actions qu'on met, on est aussi un tiers de confiance qui permet aussi le dialogue entre ces territoires-là. Sur la carte, vous pouvez voir en jaune les intercommunalités qui sont adhérentes à notre structure, mais aussi en hachure les structures supra-intercommunales, donc pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, PETR du Pays de Ré, Pays du vignoble nantais récemment et jusqu'en Vendée avec le syndicat mixte Tillon-et-Vie, où là, pour le coup, l'idée, c'est pour nous de montrer les conséquences de ces dynamiques démographiques-là et comment ça s'emboîte et s'articule sur tous ces territoires-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pas mal voyager à pas mal d'échelles, du très large au très local. J'espère que je ne vous donnerai pas le mal de mer. Et en tout cas, si jamais il y a des besoins d'explication et des arrêts sur image sur un terme que j'utilise ou une notion à préciser, n'hésitez pas. Et du coup, comme je vous disais, effectivement, là, aujourd'hui, je vais intervenir surtout sur cette dimension observation territoriale qu'on peut avoir sur le territoire. Quelques repères géographiques, ça me semblait important, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de naviguer entre toutes les échelles. Là, vous connaissez très bien effectivement le périmètre de la métropole nantaise. Aujourd'hui, je ne vais pas parler que de ça. Va y avoir pêle-mêle des données au niveau du département, mais aussi, et c'est quand même une échelle assez intéressante, c'est l'aire urbaine. C'est tout ce que vous pouvez voir apparaître ici en vert. C'est toutes ces communes qui sont attirés par la dynamique du pôle d'emploi de la métropole nantaise et qui génère finalement beaucoup de déplacements domicile-travail. D'où aussi l'idée dans l'outil qu'avait présenté Laurent, faire des cartes à cette échelle-là, qui est particulièrement pertinente. Et l'avantage aussi de cette aire urbaine, c'est que ça permet de suivre l'évolution de cette attractivité du territoire et des interrelations qu'un pôle d'emploi noue avec les communes qui l'entourent. L'aire urbaine de 1960 regroupait 27 communes et 373 000 habitants. On n'est plus tellement sur cette échelle-là. On est aujourd'hui à 114 communes et près d'1 million d'habitants. Et donc ça montre bien que les dynamiques et les échelles de territoire s'apprécient aussi à ces échelles-là. Et ça permet aussi, c'est très pratique, on parle de dynamique démographique, de comparer les aires urbaines les unes avec les autres. Parce que parfois, il peut y avoir des spécificités administratives qui nuisent à la compréhension des phénomènes démographiques qu'on voudrait analyser. Donc c'est pour ça que je vais
utiliser souvent cette référence à l'aire urbaine de Nantes. Par rapport à ces éléments de préambule, c'est bon. N'hésitez pas à m'interrompre, ce sera plus dynamique, hein, j'imagine que ça peut s'envisager. Comment? Ok, on garde tout pour la fin. Ok pour le recadrage. Donc, on est bien sur, pour moi, cette idée d'accélération de la dynamique démographique. Élément important, encore une fois, un petit peu avant de rentrer dans le sujet, quand on parle de démographie, on parle de données INSEE. Et l'INSEE a pas mal changé ses méthodes depuis quelques années. Et il me semblait, histoire d'être bien sûr qu'on se comprenne, important de revenir sur ces dynamiques-là. Jusqu'en 99, le recensement était fait d'un seul bloc. C'est-à-dire tout le monde était recensé et on faisait une photo en un instant T en 99. À partir de 2004, on est passé à une logique de recensement rénové. C'est-à-dire on recense un petit peu chaque année et tous les ans. Donc il est actualisé en continu. Chaque millésime de recensement s'appuie sur les résultats de 5 années de collecte. Donc c'est d'où l'idée des petites boîtes. Le fichier du recensement qui a été livré le 1er janvier 2017 était un fichier millésimé, on parle de millésime, 2014, parce qu'il tenait compte des résultats de recensement annuel conduits entre 2012 et 2016, d'où l'année de livraison en 2017. Okay, et donc c'était l'année du milieu qui permettait de dater le recensement. Ce qui fait que quand on compare les données entre deux recensements, on évite de comparer les résultats de 2017, livrés en 2017, avec les résultats livrés en 2018, tout simplement parce qu'il y a 4 années en commun. Donc 4/5e en commun, il n'y a pas d'évolution. Donc on attend d'avoir fait un cycle complet de recensement pour apprécier des dynamiques. Ce qui veut dire qu'à partir du millésime 2016, on a la possibilité de comparer les résultats sur une période plus récente. C'est-à-dire avant, on faisait 99, 2010 et 2010-2015 jusqu'à l'année dernière. Maintenant, on peut faire 99, 2011, 2011, 99, 2006, 2006, 2011 et 2011, 2016. Okay, sur ces recensements millésimés, je ne compare pas les chiffres, mais je montre un petit peu comment on voit cette accélération apparaître. Si je regarde l'aire urbaine ou la métropole nantaise, vous avez les deux chiffres. On est passé d'un rythme annuel moyen à l'échelle de la métropole, je vais garder que ce chiffre-là pour commencer, de 7400 habitants en plus chaque année. C'est-à-dire, entre 2012 et 2016, on observait une augmentation de la population de 7500 habitants, j'arrondis. Le fichier du millésime 2015 partait sur 8600 habitants en plus chaque année. Et là, maintenant, avec le fichier 2016, le résultat des 5 années de recensement donne 9000 habitants par an en plus. C'est assez impressionnant. Et c'est une accélération qu'on peut aussi recontextualiser. Là, je vous ai mis les communes des régions Pays de la Loire et Bretagne. Je vous ai mis d'abord la période 99-2006. Je vais montrer les périodes de recensement et les cartes apparaître pour voir vraiment ce qu'on a pu ressentir sur le territoire. Donc voilà l'évolution de la population entre 99 et 2006. Plus la couleur est rouge et foncée, plus l'évolution est importante. Si vous voyez du bleu, c'est que la population avait baissé à l'époque. Voilà ce que c'est devenu entre 2006 et 2011. La dynamique était encore assez forte. Et voilà ce qu'elle est devenue entre 2011 et 2016. Concrètement, ce que ça montre, si je zoome à l'échelle de la Loire-Atlantique, vous pouvez voir déjà que toutes les communes, on va dire plutôt bretonnes et du nord de la région, on a pu voir apparaître plutôt du bleu. Il y a une dynamique démographique, en tout cas, qui est devenue moins forte. Mais pour le coup, chez nous, c'est pas du tout ça en Loire-Atlantique. On est un département qui fait plutôt figure d'exception, dans la mesure où on est le seul département de la région à renforcer sa croissance. On accélère sur cette période 2011-2016. Et sur toutes les communes du département, 9 sur 10, on a enregistré des croissances de population. Je vous ai mis les taux de croissance comparés à différentes échelles. C'est bien de les avoir comme éléments de repère, aussi pour apprécier la dynamique démographique d'un territoire. Au niveau national, la population augmente de 0,4% par an.
ce qui n'est pas si mal, parce qu'il y a certains pays qui voient leur population diminuer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a reçu il n'y a pas longtemps une délégation du Japon qui était assez impressionnée de voir le dynamisme démographique qu'on pouvait avoir ici, ce qui n'était pas du tout le cas chez eux, et ça faisait aussi d'autres dynamiques démographiques à accompagner et qui étaient, pour le coup, très complexes également, voire plus. Du coup, 0,4 en France. La région Pays de la Loire, on est à 0,7 sur cette dynamique démographique. On est au niveau du département à 1,3% en plus par an. L'aire urbaine de Nantes, 1,5. Nantes Métropole, 1,5. La ville de Nantes, 1,3. Donc plus finalement on zoome sur la métropole, et même sur la ville de Nantes, plus on voit qu'on a une dynamique démographique très forte, équivalent à 3 fois plus finalement de la dynamique nationale. Autre élément aussi, c'est des données, on va dire qu'on a récapitulé dans une synthèse qui est publiée en janvier, fin janvier dernier, que vous pouvez télécharger sur le site de l'agence pour pouvoir télécharger de tas de chiffres qui permettent de remettre en contexte tout ça. Il y avait quelques exemplaires qui étaient distribués à l'entrée. Au final, chaque année, ce 1,5, concrètement, ça se traduit comment ? C'est 17 000 habitants en plus qui s'installent dans la Loire-Atlantique, dont 9 000 sur la métropole nantaise. Tous les EPCI du département sont en croissance, et finalement, ceux qui sont à la traîne, entre guillemets, chez nous, restent malgré tout en croissance. Ces deux EPCI qui sont dans une croissance inférieure à la moyenne régionale, c'est Châteaubriand au nord et Cap-Atlantique plutôt à l'ouest, parce qu'ils sont traversés sur des dynamiques démographiques assez différentes, mais sur lesquelles on aura l'occasion peut-être de revenir si vous avez des questions dessus. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cette accélération de la dynamique démographique du territoire ? J'ai coutume de dire que la dynamique démographique d'un territoire est un moteur à deux temps. On a le premier temps, c'est l'apport, enfin la croissance liée au solde naturel, c'est-à-dire tout simplement les écarts entre les naissances et les décès. C'est ce que vous pouvez voir ici avec les bâtons verts. On est toujours sur des apports naturels à l'échelle de la Loire-Atlantique importants qui, de bon an, mal an, montent et baissent un petit peu, même si là, sur la période 2006-2011, il était un petit peu plus important que sur 2011-2016. Il reste quand même au-dessus de 6 000, d'un excédent naturel de plus de 6 000 personnes en plus chaque année. Le sol migratoire, par contre, c'est de là qu'est venue cette accélération et cette forte accélération. L'accélération, vous pouvez la voir apparaître, remonter même à partir des années 80-90, jusqu'à atteindre le niveau jamais observé auparavant, et même sur la période 68-75, qui est traditionnellement en fait en France une période de forte croissance démographique. Ici, on n'avait jamais vu ça. C'est inédit et c'est très important. Mais ça veut bien dire quand même que les migrations résidentielles, parce que c'est ça hein, finalement, c'est les entrées, les ménages qui s'installent sur le territoire versus ceux qui y habitaient auparavant et qui vont ailleurs, il y en a beaucoup plus qui viennent que d'autres qui partent, tout simplement. Et ça génère une augmentation importante de la population. À l'échelle de la Loire-Atlantique, on est à près de 11 000 habitants en plus chaque année. C'est pas neutre. J'aurai l'occasion de traduire ça aussi en nombre de ménages, pour traduire ça après en nombre de logements. Et donc, ça a été dit dans le propos introductif, la croissance du département et de l'aire urbaine est forte, et on pourrait même rajouter effectivement durablement installée. Quelques éléments de repère géographique au niveau national. L'aire urbaine de Nantes, c'est la 8e aire urbaine de France métropolitaine, la plus importante par son nombre d'habitants. On est proche du million, et on pourrait même penser que si c'est 961 000 en 2016, aujourd'hui, il se peut qu'on soit vraiment très proche du million. On est la 8e du coup par le nombre d'habitants, ici, très loin derrière Paris bien sûr, hein, mais c'est quand même un cas un peu atypique. Et si on compare en termes de rythme, on est la 4e par sa croissance démographique. C'est-à-dire que si on compare toutes les aires urbaines métropolitaines, c'est-à-dire celles qui ont une métropole en son sein, on est la 4e plus forte en termes de progression démographique, à faire pratiquement jeu égal avec Toulouse et devant Rennes. Donc en premier, on a Montpellier, Bordeaux, Toulouse, et en 4e, Nantes, suivi de Rennes et Lyon.
Et c'est vraiment ce peloton de tête qui connaît aujourd'hui en France les dynamiques démographiques les plus fortes. Et toutes les métropoles ne sont pas des territoires en forte croissance démographique. Vous pouvez voir apparaître Nancy, Nice, Metz, qui sont franchement pas au niveau, par exemple, de la moyenne nationale, et d'autres, tout simplement, métropoles qui sont dans la moyenne nationale. Rappelez-vous du chiffre de tout à l'heure, 0,4%, ça va de Rouen, Brest, Grenoble, Marseille, Saint-Étienne. Toutes ces métropoles-là sont dans la moyenne, en fait. Donc, la situation qu'on observe ici est assez inédite et assez importante. Comme je l'avais dit, finalement, les aires urbaines les plus dynamiques sont portées par les migrations et cet apport migratoire. Et donc, ça renvoie aussi à cette dynamique économique du territoire. D'où les propos aussi que vous avez dû avoir avec Michel Luneau tout à l'heure, il y a 2 jours, qui ont dû bien souligner aussi cette dynamique économique qui était aussi à mettre en perspective. Le territoire, finalement, s'est longtemps battu pour être attractif, et force est de constater qu'aujourd'hui, il y est parvenu. Les aires urbaines les plus dynamiques sont celles donc qui arrivent à conjuguer cet apport naturel important avec une croissance migratoire importante. C'est une configuration qu'on ne retrouve pas partout et qui s'observe surtout là où on a une dynamique économique importante. Donc Nantes n'est pas la seule dans ce cas, versus donc Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lyon et Clermont-Ferrand. Les chiffres de l'aire urbaine de Nantes, je peux vous les traduire du coup effectivement en volume d'habitants. On est donc à plus 13 000 habitants en plus chaque année. Donc 5 800, c'est lié au sol naturel, 44% de la croissance, et 7 600 liés à l'apport migratoire. Donc ça fait 56% de la croissance démographique du territoire qui s'explique par les mouvements de population et les déménagements. Et du coup, cette forte accélération s'est observée aussi sur la métropole nantaise. Mais aujourd'hui, malgré cette forte accélération, force est de constater que les dynamiques démographiques sont assez homogènes sur toute l'aire urbaine. C'est-à-dire que la commune de Nantes, Nantes Métropole et la couronne périurbaine sont des territoires qui connaissent tous un niveau de dynamisme démographique équivalent. On est autour de 1,5% par an, comme vous pouvez voir sur le tableau. Et du coup, malgré ce plus 9000 habitants en plus chaque année dans la métropole nantaise, c'est simplement le chiffre, simplement, c'est pas simple, mais c'est quand même, ça peut se traduire sur cette idée, qui permet de maintenir le poids démographique de la métropole dans son aire urbaine. Donc c'est un parallèle, quoi, tout simplement. Ça représente 2/3 de la population et 2/3 de la croissance. Voilà. C'est des repères aussi qui sont importants à avoir à l'esprit. Du coup, je vais essayer de zoomer progressivement sur cette idée des migrations résidentielles. Et toutes les migrations résidentielles ne se valent pas, et tous les déménagements finalement auxquels elles renvoient ne sont pas motivés par les mêmes raisons. Et donc n'ont pas les mêmes conséquences, n'ont des conséquences aux mêmes échelles. On a, pour schématiser, 2 grands types de migrations. Ce qu'on pourrait appeler les migrations de proximité ou courte distance, c'est celle finalement qui renvoie au ménage, qui construit son parcours résidentiel, qui voit sa composition évoluer et qui fait que pour trouver un logement qui correspond à son besoin, à son budget, et avec tous les critères et les paramètres qui sont pris en compte au moment du choix, fait qu'il peut s'éloigner ou en tout cas déménager dans un rayon de 20-30 km. C'est ce que vous pouvez voir apparaître ici, et je vais le détailler après sur comment ça se traduit par intercommunalité dans le territoire. Concrètement, si je regarde la population à l'échelle de la Loire-Atlantique, ces mouvements d'intercommunalité à intercommunalité au sein de la Loire-Atlantique ne font pas varier la population du département. Et donc le grand chiffre là, dont je parlais tout à l'heure d'apport migratoire du département, 11 000, ce n'est pas les migrations de proximité qui l'expliquent. Et du coup, c'est vraiment ces migrations interdépartementales, le deuxième axe de migration, celles qui sont de plus longue distance, qui impliquent souvent un changement de département, voire une vente de logement, enfin un changement radical de vie. Ça, c'est des mouvements de population qui sont davantage motivés par deux axes. Le premier, c'est l'emploi, d'où la carte de l'évolution sur un an de l'emploi salarié privé au 2e trimestre 2018 par zone d'emploi en France. On peut voir qu'on est, en France, l'un des territoires qui voit le nombre d'emplois salariés privés augmenter le plus en volume et le plus vite en dynamique.
on est sur des taux de plus de 2,5% par an. 1,5% pour la population. Donc on a une dynamique économique très forte sur le territoire. À un moment, il faut aussi des personnes pour occuper ces emplois, et ça génère des mouvements de population pour occuper ces emplois. Et donc ça, par contre, ça a un impact sur la population totale du département et sur des logiques d'accélération du territoire. Et c'est vraiment sur cet axe-là qu'on a pu voir une forte accélération au cours des dernières décennies. Du coup, on a essayé de faire une carte pour schématiser ça entre finalement montrer ce qui se passait en termes de migration longue distance. Donc là, je ne parle que des mouvements de population, de déménagement, qui ont induit un changement de département, pour caricaturer. En fonction de l'endroit où le déménagement atterrissait, l'apport migratoire a évolué, en distinguant ville-centre, la métropole hors ville-centre et la couronne périurbaine, donc c'est-à-dire l'aire urbaine hors métropole qui est en son cœur. Okay, c'était les poupées russes, tout est emboîté. Concrètement, ce qu'on peut voir, c'est hors Paris, parce que pour le coup, limite, ça recouvrait toute la carte. Les métropoles les plus dynamiques sont celles où la ville-centre et son intercommunalité captent de nombreuses migrations interdépartementales. Comprendre par là que quand il y a un mouvement de population de longue distance, il atterrit à plus de 80% dans la ville-centre ou sa métropole la plupart du temps. C'est une porte d'entrée du territoire, si vous voulez. La dynamique démographique des couronnes périurbaines est plutôt motivée par les migrations de courte distance. Et donc, du coup, ça n'impacte pas tant l'évolution. C'est un autre type de flux. Donc, c'est l'idée vraiment de dire que les dynamiques démographiques des couronnes périurbaines est alimentée par les migrations locales. Et ce qu'on peut voir plutôt au sud sur les écarts à ce schéma d'un cercle rouge assez foncé sur la ville-centre et la métropole et une couronne plutôt claire, c'est-à-dire portée par des migrations courte distance, parce qu'on est toujours sur des dynamiques démographiques équivalentes. C'est juste que ça veut dire que c'est les migrations courte distance qui expliquent leur dynamique démographique. Et donc à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Toulon par exemple, c'est des spécificités géographiques qui font que la couleur n'est pas la même. Par exemple, à Toulouse, la couronne périurbaine touche la ville-centre. Par exemple à Bordeaux, du coup, il y a l'effet littoral qui joue aussi sur la dynamique de la couronne périurbaine. C'est à chaque fois une spécificité géographique qui explique cet écart au schéma général. Néanmoins, on peut voir aussi que deux phénomènes simultanés apparaissent, si toujours on garde cette logique en distinguant la migration de longue distance et la courte distance. On a toutes les métropoles qui enregistrent des déficits migratoires sur les courtes distances, avec des volumes plus ou moins importants. Ça s'observe partout. Et parallèlement, les excédents migratoires des métropoles sont issus exclusivement des migrations de longue distance. C'est-à-dire quand une métropole, quelle qu'elle soit, Nantes inclus, donc capte et voit sa population augmenter fortement, c'est lié aussi à une dynamique migratoire de longue distance. Ce n'est pas les mêmes personnes en fait qui déménagent, tout simplement. Et donc, toutes les intercommunalités en Loire-Atlantique jouissent d'un apport migratoire. Il n'est pas de même nature. Donc, il y a des territoires qui sont plutôt qui captent des flux de longue distance en lien avec la dynamique économique. Donc, chez nous, c'est Nantes, Saint-Nazaire, Pornic, Ancenis, par exemple. Et d'autres, en revanche, eux, ils bénéficient des recompositions démographiques locales. Estuaire-et-Sillon, Erdrégève, Nozay. Oui, du coup, la CCEG, c'est l'intercommunalité en Loire-Atlantique qui a la plus forte dynamique démographique. On est à un taux de croissance annuel de 2% par an. Et donc, vous pouvez voir intercommunalité par intercommunalité. Ces éléments sont remis à l'issue de la présentation, bien sûr. La nature de l'apport migratoire qui s'observe sur chaque territoire. Donc, on peut avoir un apport migratoire de longue distance et des déficits sur les courtes distances ou toutes les combinaisons qui peuvent apparaître qui sont résumées ici. Le cas de Redon, par exemple, est particulier parce que c'est une intercommunalité qui est à cheval sur plusieurs départements, bien sûr. Du coup, je continue avec cette idée des mouvements de population par territoire, ça c'est fait. Maintenant, on va regarder par tranche d'âge. Ces personnes qui arrivent et qui partent, quels âges ils ont, tout simplement. Et vous avez ici, je vais centrer ça sur la métropole, parce que sinon j'ai essayé de simplifier les graphiques le plus possible. Vous avez ici tout simplement l'âge des personnes qui ont déménagé.
Donc c'est les familles et donc les enfants, c'était avec leurs parents qui sont venus tout simplement. Et là, vous avez sur cet axe le nombre de personnes que ça représente à l'arrivée et au départ. Les arrivées, c'est le trait plein. Les départs, c'est les pointillés. Et ça permet d'identifier, tranche d'âge par tranche d'âge, l'écart finalement entre les deux courbes. On peut donc voir, là je suis en 2014, donc les fichiers sur les données 2012 à 2016. On a 33 000 entrées sur cette période-là observées chaque année dans la métropole, représentant 18 500 ménages qui s'installent sur le territoire chaque année. Métropole. Dans le même temps, on a eu 29 000 sorties représentant 14 000 ménages. Donc 18 500 entrées, 14 000 sorties. Donc ça permet aussi de dire qu'il y a un delta en termes de ménages qu'il va pourtant falloir loger. On a donc moins de départs que d'entrées sur la métropole. L'écart des courbes est assez net ici. Sur les tranches d'âge, 15-25 ans. Apport migratoire étudiant. Ça paraît plutôt bien. Et il y a un phénomène démographique national finalement qui a un impact important ici. Au début des années 2000, on avait parlé de mini baby boom des années 2000. Aujourd'hui, ils ont 18 ans, ils vont à l'université. Et cet accroissement du nombre de naissances qu'on a pu avoir, c'est aussi pour ça qu'on parle des outils pour choisir les filières d'enseignement supérieur, Parcoursup, si j'ai bien suivi. Toute cette dynamique et cette tension démographique sur ces tranches d'âge au niveau national se retrouve concentrée sur les territoires qui disposent de formations supérieures importantes. Universités, mais pas que, les grandes écoles. Et donc du coup, oui, on a plein d'étudiants qui arrivent dans les villes universitaires. Sur des tranches d'âge plus avancées, on va dire les trentenaires, on a un équilibre migratoire qui s'observe au global sur la métropole. Et on observe un nouvel apport migratoire sur les 35-45 ans dans la métropole, et en revanche, un déficit migratoire plutôt sur les tranches d'âge 55-65 ans. Donc finalement, cette idée de préparer aussi sa retraite et d'identifier un petit peu là où est-ce qu'on voudrait vivre, tout simplement sur une fenêtre de vie qui va être très longue, j'y reviendrai. Concrètement, ces ménages-là, quand ils atterrissent, quand ils s'installent, où est-ce qu'ils s'installent? Là, vous avez la possibilité de voir les secteurs qui sont le plus impactés par ces populations-là. Plus le bleu est foncé, plus ça représente une part importante de la population du périmètre. Donc on voit quand même apparaître là aussi les secteurs universitaires, les secteurs où il y a de l'enseignement supérieur important et tout le centre-ville de Nantes qui clignote. À la faveur aussi d'un parc locatif privé qui est sur ces périmètres-là, bien sûr. Il y a plein de courbes, mais l'idée à retenir, c'est que c'est toujours ces mouvements de population en entrée et en sortie. Il y a eu l'idée d'analyser ça en distinguant ce qui relève des échanges entre Nantes Métropole et le reste de la région Pays de la Loire, entre Nantes Métropole et la région Île-de-France, entre Nantes Métropole Bretagne, Nantes Métropole Aquitaine, qui sont les principales régions avec lesquelles on entretient des échanges migratoires importants. Du coup, je vais détailler un petit peu, si vous voulez. Si je regarde uniquement les flux entre Nantes Métropole et la région Pays de la Loire, premier point, c'est le périmètre au sein desquels on observe le plus de mouvements de population. Les échanges migratoires sont très importants entre Nantes Métropole et le reste de la région. On a des déficits migratoires qui apparaissent ici, plutôt en début de parcours professionnel, à la fin des études. On a un déficit migratoire sur la métropole qui se prolonge un petit peu sur les tranches d'âge 60, et finalement, on a toujours un petit déficit migratoire sur ces tranches d'âge-là, avec les enfants pour les jeunes. Deux phénomènes peuvent expliquer ça, ce qu'on a analysé aussi encore plus finement. Sur toutes ces tranches d'âge-là, on est clairement sur un effet échange migratoire important et déficit migratoire entre Nantes et sa couronne périurbaine. Ils vont s'installer à Erdre-et-Gèvres, ils vont s'installer du côté de Clisson, du côté de Sèvres-Loire, etc., en proximité proche. Je caricature un peu, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Sur les tranches d'âge plus âgées, c'est l'effet littoral. Il y a un déficit migratoire dans la métropole sur les tranches d'âge les plus âgées, et notamment parce qu'on est aussi un territoire littoral et pour lequel on observe pas mal de déménagements vers Pornic, vers Cap-Atlantique, etc. Et on peut le voir ici.
Ça permet d'avoir d'ailleurs une petite carte des migrations courte distance, par exemple, pour rester avec cette idée-là. Quand vous avez les soldes migratoires et l'importance des soldes migratoires entre Nantes Métropole et l'ensemble des communes de la Loire-Atlantique. Plus le cercle est grand, plus l'apport, l'excédent ou le déficit est important, et la couleur donne la teneur un peu de ce truc. Est-ce qu'on est plutôt sur un solde négatif, c'est-à-dire on a plus de personnes qui sont parties s'installer ici ou pas? Dans ce cas-là, on serait sur un solde positif et il y aurait plus de personnes qui seraient venues s'installer de la métropole. Ça c'est Saint-Nazaire, si je ne dis pas de bêtises, de Saint-Nazaire vers... non, si je dois dire des bêtises, c'est pas Saint-Nazaire, je crois. Quelqu'un? Non. Ok, je regarderai. Je vous ferai passer le détail avec le nom des communes. Là, par exemple, on n'a pas Pornic, ça j'en suis sûr. Donc on a un solde positif. Les arrivées à Nantes Métropole sont supérieures au départ, depuis Nantes Métropole. Donc ça permet d'identifier cet effet d'installation aux franges de la métropole. On peut voir où est-ce qu'ils déménagent. Les échanges migratoires entre Nantes Métropole et la région Île-de-France, ces Nantisiens dont parlait Le Monde, ne représentent que 14% des flux entrants. Alors, leur profil d'âge n'est pas le même. On a un apport effectivement plutôt de jeunes ménages avec enfants qui s'installent sur la métropole. Ça s'observe et il y a tout un tas de publications qui permettent de revenir sur ce phénomène-là. J'insiste juste sur le fait que ça représente 14% des flux entrants. On a eu par ailleurs l'occasion de faire des analyses sur les marchés immobiliers et la place que prenaient les franciliens sur le marché immobilier local. Sachez que quand on regarde les transactions des biens les plus chers, dont les prix au mètre carré étaient les plus importants, en fait, les Parisiens, ce n'était pas eux qui représentaient le plus de personnes qui achetaient des biens chers, entre guillemets. Ça peut avoir un effet ponctuellement important, mais je pense qu'il y a une mythologie autour de cette installation parisien à l'échelle de la métropole. Il faut relativiser. Ça représente 14% des entrées. Et du coup, là, vous avez la carte de France avec les mouvements de population, avec finalement les territoires qui nous envoient de la population, rond vert, et les territoires vers lesquels on a un envoi plus important de population, les ronds violets. Concrètement, on voit deux choses. Oui, l'aire urbaine de Paris, donc là c'est encore plus large que la région Île-de-France, nous envoie plus d'habitants que nous on en envoie vers la région francilienne, enfin vers l'aire urbaine de Paris. Donc on a un excédent migratoire avec la région parisienne. Pour autant, ceux qui sont allés à Paris ne sont d'ailleurs pas forcément des Parisiens. Ça peut être des Nantais qui reviennent après avoir fait leurs études là-bas, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants. L'autre phénomène qui ressort, c'est quand même cette capacité d'attraction qu'exerce l'aire urbaine de Nantes sur tout le Grand Ouest. Et ça représente des flux plus importants et une part plus importante de l'apport migratoire du territoire. Il y a une dynamique démographique locale forte et une attractivité locale. Pour résumer sur ces dynamiques démographiques, on est un département à contre-courant des tendances nationales et régionales. On a une croissance forte, durablement installée. Ça a été dit, je pense qu'il faut le redire. C'est quelque chose vraiment à avoir à l'esprit. Les migrations résidentielles sont au cœur des dynamiques et c'est en lien avec l'emploi et la formation supérieure. Après l'avoir voulu, on l'est devenu. C'est un territoire attractif et tous ceux qui l'ont souhaité n'y ont pas réussi. C'est les métropoles qui ont conjugué une forte dynamique économique, qui ont réussi à avoir une forte dynamique économique, qui ont réussi à entraîner avec ça une forte dynamique démographique. Bordeaux, Rennes, Toulouse. Les dynamiques migratoires des métropoles ne sont pas en concurrence avec celles des couronnes périurbaines. Ce qui se passe sur la métropole et l'apport migratoire sur la métropole, c'est les flux longue distance, ce qui explique la dynamique démographique sur les flux plus courte distance, donc sur les couronnes périphériques et sur le reste du département. C'est surtout des migrations locales. Ça a été montré. Et du coup, ça montre bien aussi que les territoires de Loire-Atlantique sont complémentaires. Parce que chaque territoire a aussi des spécificités. On a un parc locatif important sur la métropole nantaise qui permet plus facilement de venir s'installer et de poser un pied sur le territoire quand on a trouvé un travail et pouvoir s'y installer et faire sa vie sur ce territoire-là. Et consommer aussi sur le territoire-là, parce que ça a aussi une dynamique favorable sur l'économie présentielle.
Et on a d'autres territoires qui sont plutôt portés par une dynamique liée aux familles ou aux seniors sur le littoral, par exemple. Et que c'est un élément déterminant à prendre en compte sur les politiques publiques. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite, je ne sais pas combien de temps... non. Parce que j'ai deux axes en fait à décliner pour dire qu'il y a un impact. Cette dynamique démographique, maintenant, ça y est. On a vu l'importance des flux, la nature des flux, qu'est-ce qui les expliquait et pourquoi ça accélère et quelles sont les populations qui s'installent. Mais concrètement, ça veut dire qu'il y a des dynamiques démographiques. Cette dynamique démographique-là, elle est là et il faut l'accompagner. Parce que les ménages, ils viennent, ils ont trouvé un emploi. Ou ils viennent, ils ont trouvé une formation supérieure. Et du coup, il y a un autre enjeu qui me semblait important. Je ne pouvais pas ne pas parler du vieillissement démographique à l'heure du débat de la métropole sur la longévité. Voilà. Premier point sur les marchés locaux de l'habitat. On est un territoire en France où la vacance est la plus faible. Je ne sais pas si vous avez dans vos proches ou dans vos amis des personnes qui ont essayé de s'installer sur le territoire ou trouver une location. Franchement, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'offres et à chaque fois qu'il y a un logement, il est reloué très rapidement après avoir eu 15 visites. Je caricature à peine. Les agences immobilières nous font part de prise d'assaut de leur standard téléphonique assez folle. Et donc, du coup, il n'y a pas de logement vacant. On s'occupe à l'agence de l'observatoire locatif privé avec le SINA, les agences immobilières et des notaires pour suivre l'évolution des loyers. Et là, j'ai fait un focus sur la vacance. Ce qu'on peut voir apparaître, c'est que depuis 2014, où on avait un taux de vacances qui était tout à fait correct, normal, parce que c'est nécessaire en fait d'avoir un logement vacant pour pouvoir s'installer dedans. Une dégradation de ce taux de vacances qui est aujourd'hui au quatrième trimestre 2018 de 2,8% et seulement 1,4% si je regarde seulement les logements qui sont vacants depuis plus d'un mois. C'est extrêmement peu. C'est extrêmement peu. Et l'autre élément qui illustre le graphique à droite, c'est ce qu'on appelle la vacance calendaire avec nos partenaires. Moi, j'ai tendance plutôt à le résumer sous l'idée de délai de relocation. Le logement, une fois qu'il est vacant, on va chercher un nouvel occupant. Et aujourd'hui, entre deux occupants, l'écart de temps, finalement, n'a jamais été aussi faible. Le logement reste vacant très peu de temps. Et concrètement, pas de logement vacant, délai de relocation de plus en plus faible, difficulté de plus en plus grande pour s'installer sur le territoire et trouver un logement. Et entreprendre un parcours résidentiel, changer et trouver un logement plus grand parce que la famille s'agrandit, par exemple. Ou au contraire, trouver un logement plus petit parce que évolution familiale, malheureusement, moins positive, mais ça arrive aussi. Et donc, du coup, cette mobilité, qui est une notion très importante, est vraiment mise à mal par un si faible niveau de vacances. Je suis passé très vite là-dessus tout à l'heure, mais les ménages, quand ils déménagent, ils s'installent dans des logements sur le territoire, bien entendu. Donc, ce que je disais, c'était 18 000 ménages tout à l'heure qui venaient s'installer sur le territoire. Et l'idée, ça a été de regarder dans quel type de logement ils s'installaient. Là, concrètement, 92%, ils s'installaient dans les logements du parc existant. Donc là, l'idée à laquelle je souhaite tordre le cou, c'est quand les ménages viennent s'installer sur un territoire, ce n'est pas parce qu'on construit des logements neufs. Avoir des logements neufs, c'est ce qui permet de loger plus de monde. Et c'est nécessaire quand on a plus de monde qui viennent s'installer sur le territoire. Et donc 92% des ménages s'installent dans le parc de logements existants. Et vous avez la pyramide des âges, tout simplement, qui distingue le neuf et l'ancien. Et donc beaucoup de familles avec enfants qui sont aussi venus s'installer sur la métropole nantaise. On a fait une publication il n'y a pas longtemps à l'agence, je crois que c'était la semaine dernière, mais ça passe si vite que ça se trouve, c'était il y a 15 jours, où on a fait état de l'activité du marché immobilier qu'on a pu voir avec notre partenariat avec le SINA et 4 organismes bancaires qui ont accepté de nous transmettre, avec notre rôle de tiers de confiance dont je parlais tout à l'heure, l'ensemble de leurs prêts bancaires, donc soit quand même 6 000 prêts à l'échelle de la Loire-Atlantique, pour analyser le nombre de logements vendus, les caractéristiques des ménages et les types de montages financiers que les ménages ont employés pour acheter leur logement. Concrètement, ce qu'on a pu observer, c'est qu'un acquéreur sur 5, aujourd'hui en Loire-Atlantique, enfin en 2017 pour être plus précis, était déjà au maximum de ses capacités de financement, au taquet.
et que leur part était plus importante dans couronne périurbaine. Aujourd'hui, on parle d'un ralentissement du marché de l'accession. On a récupéré les données de l'année 2018. Je n'ai pas encore les chiffres consolidés, finalisés, donc je ne me risquerai pas à vous donner un chiffre. Néanmoins, la tendance était à la baisse sur l'ensemble de l'année 2018. Donc comprendre que la mobilité, y compris vers l'accession à la propriété, diminue. Et que ça a un impact aussi sur le marché locatif. Parce que quand on achète, souvent on libère un logement locatif. Donc il y a une fluidité et du marché qui se grippe un petit peu, sur laquelle il faut être très vigilant. Et il n'y a qu'un seul moyen pour donner un peu d'air à tout ça, c'est de poursuivre les efforts de construction, tant en locatif qu'en accession. On a besoin de logements sur un territoire aussi dynamique démographiquement. L'autre point, c'était donc cette idée de la poursuite du vieillissement démographique, avec un focus spécifique sur la métropole nantaise. Là aussi, on a une synthèse qui est sortie en décembre dernier, où on fait un peu le point sur ce qui se passe. On est sur la métropole, le territoire, l'intercommunalité en Loire-Atlantique qui connaîtra la plus forte augmentation du nombre de seniors de plus de 65 ans, parce qu'il fallait bien prendre un seuil, j'aurais pu prendre 60, enfin voilà, on a pris le seuil de 65, plus 80 000 personnes horizon 2050. Mais parallèlement, cette hausse en volume qui sera si forte s'accompagne de croissance démographique sur toutes les tranches d'âge. C'est ce qu'on peut voir ici. Sur la métropole, la pyramide des âges actuelle de la métropole va s'élargir sur toutes les tranches d'âge, avec un rythme sensiblement plus fort sur les 65 ans et plus et les 75 ans et plus. Mais concrètement, ça veut dire qu'on va être la plus forte augmentation du nombre de seniors, mais aussi le territoire en 2050 où la part des seniors sera la plus faible. D'où le titre qui nous avait amusé, Comment vieillir en restant jeune. Voilà. On sera sur une progression du nombre de seniors très soutenue avec 2700 seniors de plus chaque année. Là, concrètement, il y a un phénomène qui va jouer à plein, mais vous avez dû avoir pas mal d'échanges pour travailler sur la dynamique du vieillissement de la population. C'est le glissement des générations de l'après-guerre, finalement. Avec, jusqu'en 2021, on va être sur une hausse importante du nombre de 65-74 ans. L'augmentation sur les 75-84 ans se fera plutôt entre 2021 et 2031. Et c'est véritablement à partir de 2031 qu'on aura une forte augmentation sur le territoire de personnes âgées de 85 ans et plus. Ce n'est pas neutre parce qu'à chaque tranche d'âge et à chaque moment correspondent des besoins différents. Et il faut aussi avoir cette idée du cadencement dans la construction des politiques publiques, bien sûr. Et donc la métropole, il y a un petit aspect sur les pyramides des âges qui est assez amusant. C'est que si sur la métropole, la pyramide des âges ressemble plutôt à un sapin, avec un tronc élargi, à Cap Atlantique, la pyramide des âges est plutôt inverse. La pointe est en bas et la base est en haut. Donc ça veut bien dire qu'en Loire-Atlantique, le vieillissement ne sera pas un phénomène homogène et que les ambiances urbaines ne seront pas les mêmes à Nantes Métropole que sur Cap Atlantique du côté de Guérande. Et donc justement, sur la métropole nantaise, on va avoir une augmentation de toutes les tranches d'âge, mais on observe, et encore aujourd'hui, une forte accélération du nombre de naissances, donc parallèlement. Et donc du coup, aujourd'hui, Nantes, là ça fait un peu plat de spaghetti, mais vous avez la métropole nantaise, on est sur des métropoles qui voient depuis 2004 une accélération du nombre de naissances régulières, ce qui est équivalent finalement à celle qu'on peut observer sur Toulouse, mais qu'on a d'autres territoires où cette dynamique à l'évolution, à la hausse du nombre de naissances ne s'observe pas. Et donc, juste pour conclure, quelques éléments sur le vieillissement démographique pour bien résumer, moi, ce qui me semble les enjeux importants, c'est que c'était prévisible et on n'en est qu'au début. Ça a commencé et c'est loin d'être terminé. Et donc, du coup, ça renvoie quand même à l'enjeu de dire et préciser ce qu'on fait sur cette fenêtre de vie qui représente plus de 20 ans d'espérance de vie. C'est pas une petite partie de notre vie. Et donc, du coup, il y a un moment, il faut aussi diversifier les réponses qu'on apporte sur ces tranches d'âge-là. Ça prendra une forme particulière sur la métropole nantaise, nombre important, mais part qui progresse peu. Et donc, ça veut dire qu'ici, on sera plus sur des enjeux de solidarité intergénérationnelle, d'inclusion sociale, etc.
qu'on est sur un phénomène, le vieillissement, qui va au-delà de la seule question de la dépendance. C'est pas que ça. Que c'est une prise en compte globale qui est nécessaire, qu'il faudra décliner sur toutes les politiques publiques, habitat, diversifier les formes de logement, déplacement, aussi identifier ce qu'on peut proposer. Laurent en avait peut-être parlé lors de son intervention, et des logiques aussi d'aménagement du territoire pour faire en sorte que les espaces publics puissent être fréquentés et qu'on puisse organiser aussi les temps de la ville à tout ça. Et dernier point qui est un peu plus qualitatif, qui est difficile à mesurer, au-delà du nombre de familles de 4 ou 5 générations. Aujourd'hui, on a de plus en plus de familles où 4 générations vivent, coexistent. C'est un phénomène qui se développe avec la petite fille, la maman, la grand-mère et l'arrière-grand-mère, pour dire les choses autrement. Et donc ça veut dire que le regard sur le vieillissement évolue. On a tendance aussi à tenir compte finalement des situations rencontrées par nos aînés pour anticiper. Et donc le regard et la construction sociale finalement du vieillissement évoluent à la lumière de ces expériences en cours et qui ne sont pas terminées. Et donc ça appellera des réponses collectives pour diversifier les réponses à apporter sur le territoire. Et voilà. C'était intense. Vous avez vu beaucoup de chiffres, beaucoup de graphiques. Je ne doute pas que vous souhaitiez revenir peut-être sur certains des aspects qui ont pu ou vous surprendre ou vous interroger. Donc n'hésitez pas, on a le temps. Voilà, Yves Robin. Donc Yves Robin pour le Conseil de développement. Alors, quand on s'intéresse à la vie de la métropole, je ne suis pas foncièrement surpris par ce que je viens de découvrir. Mais après, il s'agit de savoir comment demain sera fait, comment on va loger tout ce monde, toutes ces générations. Tout à l'heure, vous parliez j'utilisais le terme de ménage. Le terme ménage, est-ce que c'est une personne, 2, 3, 4 Qu'est-ce qui se cache derrière le terme ménage? Puisque aujourd'hui, avec les familles monoparentales, un ménage est à une personne. Et puis là, je viens de voir dans la dernière question, là sur le vieillissement, par exemple, pour l'instant, je n'ai pas encore l'impression que le vieillissement est plusieurs générations dans un même logement. Alors qu'à une époque, c'est vrai qu'il y avait des familles complètes, comme on dit, de 7 à 77 ans et plus, quoi. Ménage. Qu'est-ce qu'un ménage? Un ménage, c'est toutes les compositions, finalement, toutes les combinaisons qui peuvent exister. Ça peut être une personne seule, ça peut être un couple, ça peut être un couple avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants ou autant d'enfants qu'ils en ont fait ou qu'ils en ont, des familles monoparentales. La notion pour moi de ménage est intéressante et particulièrement importante parce qu'on peut la rapprocher du nombre de logements. Concrètement, le ménage, on pourrait aussi résumer ça, c'est la population qui vit au sein d'un logement. Souvent, c'est un peu ça, hormis colocation, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'un étudiant est considéré comme un ménage? Un étudiant qui vit dans son studio sera compté comme un ménage à l'endroit où il étudie parce que c'est l'endroit où il passe le plus de son temps. Donc un ménage, l'intérêt de cette notion, c'est de raccrocher ça au nombre de logements nécessaires pour les loger. Voilà. Et alors sur les générations, la comparaison entre le passé où tout le monde vivait dans la même habitation en quelque sorte, aujourd'hui il y a effectivement une génération de plus, voire une deuxième qui va peut-être arriver, mais qui ne sont pas forcément hébergés dans le même logement. Clairement, sur cette question-là, je n'ai pas de données qualitatives pour répondre précisément à cette question-là. C'est, à mon sens, un point qui pourrait être posé et remonté à l'occasion du grand débat sur cette manière aussi de faire jouer la solidarité familiale, etc. Nous, on avait développé à l'agence un outil sur les profils résidentiels, mais sans rentrer dans le détail. L'idée, c'était d'identifier les différentes combinaisons possibles de ménages qu'on pouvait avoir pour apprécier l'évolution.
Sur les ménages, on va dire, où on avait plusieurs adultes, plusieurs chefs de ménage identifiés, potentiels, ça ne représentait pas une part très importante du parc de logements occupés. On était plutôt de l'ordre de mémoire, donc avec toutes les pincettes à prendre, de 3% des logements de la métropole. Donc ça existe, il se peut que ça se développe, ça peut être une solution à développer. C'est tout un tas d'éléments à débattre à l'occasion du... Quand on parle d'intergénérationnel... c'est un vrai sujet. Question, oui. Alors, il y en a plein. Oui, moi, Michel Jouvet. Ce qui m'a frappé dans votre présentation sur le sol migratoire, c'est le poids, pour faire simple, des étudiants. Est-ce que vous avez une analyse, on sentait bien, on pressentait bien une grande école supplémentaire à Nantes par an dans ces dernières années, mais est-ce que vous avez une analyse un peu plus fine de cela? C'est l'université qui tire la machine, c'est les grandes écoles et l'articulation avec les besoins en logement étudiant. Vous avez présenté une carte, mais est-ce que vous avez une analyse un peu plus fine de cette pression, pour faire simple, étudiante sur le logement vraisemblablement locatif? Je regardais dans le diaporama pour voir si j'avais pas... Parce que j'avais essayé d'en mettre un peu sous le coude pour répondre aux questions. Je n'ai pas de diapo sur ce sujet-là, malheureusement. On a analysé plus précisément la pyramide des âges nationale. Parce qu'en fait, l'idée, ça a été d'apprécier le volume de ces générations et de ces personnes âgées de 18 ans, etc. Aujourd'hui, on est dans un phénomène où la génération qui quitte l'université, pour faire simple, après son Master 2, est remplacée par une génération qui entre en licence 1, sensiblement plus nombreuse. Cette situation-là va durer encore une bonne décennie et donc générer une hausse des effectifs dans les secteurs universitaires plus importants. Pour pouvoir vous répondre plus précisément sur l'atterrissage sur la métropole nantaise, il y a d'autres indicateurs à prendre en compte sur la part dans ces effectifs, dans ces générations-là de personnes qui vont pousser les études en formation supérieure. Et effectivement, après, il y a un autre élément plus qualitatif sur l'attractivité des formations. C'est un point sur lequel je pense qu'il y a des travaux en cours, mais sur lequel moi, démographiquement, je n'ai pas de clé de lecture à vous apporter ce soir, malheureusement. Pour compléter la question de Michel Jouvet, est-ce qu'on situe assez bien la part de ceux qui sont venus faire leurs études à Nantes et de ceux qui restent ensuite après avoir fait leurs études? Pas sûr. Bon, s'il n'y a pas la diapo, on va passer à la question suivante. Oui. Non, je dois avoir cette carte, voilà. J'avais essayé de faire une carte un peu pour montrer d'où venaient les étudiants, pour le coup. Voilà. Donc on voit que le rayonnement assez local, et en tout cas sur tout le Grand Ouest de la formation supérieure proposée dans l'aire urbaine de Nantes, et donc plus particulièrement sur la métropole nantaise. Et donc du coup ça génère un apport migratoire important. Si je regarde cette courbe-là, concrètement, on voit qu'ils arrivent, mais on ne les voit pas vraiment repartir. Donc il y a pas, cet apport migratoire ne donne pas lieu par la suite à un déficit migratoire important. Donc on peut penser qu'il y a un taux de maintien qui est important, et je pense qu'il y a un observatoire métropolitain de l'enseignement supérieur et de la recherche qui doit apporter des éléments plus précis sur le taux de maintien des étudiants. Voilà. Donc, Ok, merci. Jean-Albert, oui. J'ai juste une question. Dans les chiffres sur la population que vous avez présentés très bien, est-ce que vous prenez en compte dans ces chiffres les 24 000 et des poussières travailleurs déplacés dont M. Luneau nous a éclairé? Travailleurs détachés. Les travailleurs détachés autour de Saint-Nazaire particulièrement. Mais est-ce qu'ils sont pris en compte dans la population ou pas? J'ajoute une question, parce qu'on a fait des travaux aussi sur les questions de migrants.
Et il y a un volume de migrants assez important qui arrive sur la métropole en particulier. Donc je ne sais pas si c'est comptabilisé dans ces chiffres. Je pense qu'on est dans la zone grise, clairement, sur l'évolution de la population. Là, vous avez les chiffres de population des ménages comptabilisés à l'endroit où ils résident. Donc, cette question du travailleur détaché, ça dépend de la durée de séjour, entre guillemets, pour être bien pris en compte dans la statistique publique. Donc, il se peut qu'on en ait une partie, mais probablement pas la totalité. Et pour les migrants également. Et pour les migrants également. Ça aggrave la situation du logement. Il y a un enjeu de production de logements sur le territoire qui est très fort pour plusieurs registres. Et ça s'ajoute à la somme de tensions qui existe pour les habitants actuels du territoire aussi. André. Oui, André Arbotto, Conseil développement. Vous l'avez dit tout à l'heure, Laurent a été créé en 1978. Le sigle n'a absolument pas changé depuis. Par contre, la signification du sigle a connu quelques petites évolutions successives. Le début est passé parfois d'études urbaines à urbanisme ou vice-versa. La fin est passée d'agglomération nantaise à région nantaise. Alors bon, la question que je voulais vous poser, c'est un peu par rapport à votre territoire d'intervention et son éventuelle perspective. Métropole, pôle métropolitain, aire urbaine. Qu'est-ce que c'est pour vous la région nantaise? Vous êtes un des seuls à utiliser ce terme. Qu'est-ce que c'est pour vous la région nantaise? Et est-ce que la région nantaise dépasse les frontières géographiques de la Loire-Atlantique? Je trouve ça toujours pratique d'avoir une carte pour illustrer les propos. Sur le périmètre d'intervention de l'agence, c'est simple, c'est les structures qui adhèrent à l'agence qui contribuent à la formalisation de son programme partenarial de travail. Et donc, vous pouvez voir assez nettement apparaître ce rayonnement de l'agence et cet emboîtement et cette articulation des échelles qui est au cœur de notre ADN, entre guillemets, parce qu'on fait aussi du lien entre chaque échelle. Est-ce qu'il y a une définition précise des contours de la région nantaise? Non. Et ce n'est pas pour rien qu'on s'appuie sur, autre carte, l'aire urbaine de Nantes, où là, pour le coup, c'est une construction statistique où ça regroupe les communes qui sont attirées par un pôle d'emploi avec un nombre d'emplois important ou attirées par une commune attirée sur celui-ci. Donc c'est vraiment une forme d'agrégation de l'influence sur la métropole et le pôle d'emploi métropolitain. Et donc ça permet d'apprécier l'évolution de ce périmètre-là et ce contour d'influence de la région, de l'aire urbaine nantaise. La vérité, c'est que le contour importe peu, c'est la dynamique qui était importante. Dans le prolongement de la question, il y a toujours une agence d'urbanisme, je ne sais pas si c'est le nom exact à Saint-Nazaire. Le rapprochement des deux agences, c'est pour bientôt? Je ne suis pas dans ce niveau de connaissance et ce n'est pas l'objet de l'intervention de ce soir. Effectivement, il y a une agence d'urbanisme très, très dynamique sur le territoire de la Carène, l'ADDRN. Et je serais bien en peine d'ailleurs de vous donner le nom. Délégation au développement de la région nazérienne. Merci beaucoup. Peut-être que le nom a changé par rapport à la naissance. Et du coup, c'est aux membres de ces structures de déterminer le périmètre. Moi, aujourd'hui, je crois savoir que, à ma connaissance, il n'est pas question de fusion, mais à la rigueur... le rapprochement existe déjà en fait. On travaille aujourd'hui avec l'ADDRN sur plusieurs sujets, notamment le SRADET pour accompagner la région sur des enjeux d'aménagement du territoire. Je pourrais même parler d'une collaboration aussi avec l'AURA sur l'agence d'urbanisme d'Angers. C'est le périmètre en fait du projet qui permet de nouer des relations plus étroites avec les structures. Mais je pense d'ailleurs qu'entre les deux agences de Nantes et Saint-Nazaire, il y a des territoires qui adhèrent aux deux agences. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il me semble qu'il y en a. Oui, je crois qu'il y en a. Jean-Marie. Il y a un mot que j'attendais, que je n'ai pas entendu prononcer, c'est l'étalement urbain. Je suppose qu'il est
recouvre en partie le solde migratoire négatif des jeunes ménages. Est-ce que l'évolution de l'étalement urbain, est-ce qu'il augmente? On connaît tous connaissent les conséquences catastrophiques environnementales de l'étalement urbain. Je ne parle pas de l'étalement urbain au sens d'aller dans une commune autre, c'est d'occuper un territoire rural avec des nouvelles maisons que beaucoup de jeunes ménages choisissent, y compris à partir de petites villes, de petites communes, pardon, uniquement pour avoir les enfants avec tous 2 voitures, etc. Alors cet étalement urbain s'aggrave-t-il? Est-il en évolution négative, si je puis dire? Ou bien est-ce que la densité urbaine permet de le limiter? Je n'ai pas parlé d'étalement urbain parce que les dynamiques démographiques ne permettent pas à elles seules de répondre à cette question-là. On peut tout à fait avoir de l'étalement urbain, y compris dans la métropole nantaise. Et une forte dynamique démographique sur la métropole nantaise ne permet pas seulement de dire qu'il y a moins d'étalement urbain. Donc ça nécessite aussi de tenir compte du tissu urbain des territoires. Et donc là, c'est finalement quand un territoire, quel qu'il soit, est soumis à une pression démographique forte, c'est comment est-ce qu'il organise son positionnement sur le territoire. À ce jour, pour quand même répondre plus précisément à la question, ce développement homogène sur l'ensemble du territoire n'a jamais été observé auparavant. Ça veut dire que aujourd'hui, la métropole nantaise capte les 2 tiers de la croissance. Ça veut dire que la couronne n'en capte plus qu'1 tiers. On peut penser que sur des décennies antérieures, ce rapport était probablement inversé. Donc, à la seule lecture des dynamiques démographiques, on peut penser que cet étalement urbain diminuerait. Mais comme je le disais, ça fait intervenir aussi la prise en compte des tissus urbanisés. À ce jour, à l'échelle du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, on a déterminé, dans ce document-là, les élus du territoire ont déterminé des objectifs de réduction de la consommation foncière. Et pour le suivi qu'on a réalisé, notamment par exemple du côté du Sud-Loire, sur le PETR, cette consommation en extension est en forte diminution et en fort ralentissement sur le territoire. La densification s'observe à la fois à la faveur des décisions qui ont été prises et qui sont portées sur les documents de planification stratégique, mais aussi pour des raisons économiques. Il y a un moment, le prix du terrain, ça devient compliqué aujourd'hui, avec les valeurs actuelles de marché, d'acheter une parcelle aussi importante qu'avant. Et donc, de base, la parcelle réduit. Donc, par exemple, sur le marché de l'accession, ou de la construction de terrain à bâtir, le prix du terrain reste autour de 75 000 €. Et donc, du coup, quand les prix au mètre carré augmentent, ça veut bien dire que la surface diminue. Voilà. Donc, la dynamique de marché contribue aussi à réduire la taille des parcelles. Et par ailleurs, l'organisation du développement au sein des tissus urbanisés montre que la situation a plutôt tendance à s'améliorer. Et en tout cas, elle n'a jamais été aussi bonne que sur la période 2011-2016. Oui, l'augmentation des loyers sur Nantes, je n'ai pas le graphique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle suit l'évolution les revalorisations de l'IRL, l'indice de référence des loyers. Et c'est surtout ça qui génère une augmentation des loyers qu'on observe sur le territoire. Voilà. On est plutôt sur un territoire qui a eu une phase extrêmement stable de loyers. Les loyers n'ont pas progressé entre 2012 et 2017. Ils étaient vraiment restés plats à commenter tous les trimestres. Je peux vous garantir que c'était un peu compliqué. Et donc, je ne me réjouis pas de l'augmentation des loyers, non, loin de là. Mais en tout cas, il n'y a que depuis quelques trimestres qu'on commence à le voir apparaître. Et avec l'IRL. Oui. Allez, ici. Ah, pardon. Michel Chupin. Oui, vous avez parlé de 8 à 9 000 personnes de plus dans l'agglomération chaque année. Le nombre de logements qui est prévu par la métropole, je ne sais plus de quel ordre il est, 4 000, 6 000, est-il suffisant pour les arrivées? Il y a une tendance un peu dans les communes de vouloir réduire un peu le nombre d'habitations dans les environnements, quoi. C'est un peu une tendance. Ce que je peux répondre sur cette question-là,
c'est rappeler que depuis plusieurs années, la métropole s'est déjà engagée à produire dans son programme local de l'habitat 6 000 logements par an. Et pour autant, même si cet objectif était fixé, la réalisation était sensiblement plus importante. On était sur un volume d'autorisation de mise en chantier nettement plus important que 6 000 logements par an. Donc l'idée pour moi, c'est de rappeler que c'est des documents qui posent un cadre, qui créent une dynamique et qui mettent en mouvement la politique habitat, mais ce ne sont que des orientations. Concrètement, il y a un moment, c'est le marché aussi qui va permettre de mettre en construction des logements, et qu'à ce jour, il y a toujours plus que 6 000 logements construits sur la métropole nantaise ces dernières années. Oui. Oui, Jean-Pierre Payon. Je voudrais faire une petite intervention un petit peu polémique. En référence à l'exposé qu'on a eu lundi, on voit bien que le développement de la population, de l'économie, etc., se sont faites en dehors de tout développement d'un nouvel aéroport. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, les cartographies qu'on a vues montrent quand même au niveau des territoires clairement que s'il y avait un projet de recomposition territoriale, il y a une carte qui le montre très bien, en fait c'est avec Nantes comme pôle ou capitale métropole régionale par rapport à un ensemble qui est constitué par les 3 départements, 3 régions, c'est-à-dire Bretagne, Pays de la Loire et puis Charente, ou enfin bon, avec les marges, c'est discuté, on voit très bien les flux, et que effectivement c'est cette région-là et non pas le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne qui apporterait quelque chose dans une stratégie territoriale. Hein, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, mais là, il y a des cartes qui sont notamment en termes de flux démographiques. Et c'est vrai que c'est quelque chose par rapport au flux démographique, quand on voyait ce qui était l'une des forces dans plusieurs rapports, montrait bien que cet aspect démographique, c'est-à-dire d'une croissance de population assez dynamique, était une chance pour cette région. Alors, on a eu la chance aussi d'avoir quand même des pôles industriels et des installations ou des non-disparitions qui ont quand même pas mal joué, mais avec aussi ce troisième élément qu'on a évoqué un peu l'autre jour, c'est-à-dire d'un pôle agroalimentaire qui est quand même le plus important de France, sinon d'Europe occidentale, si on tient compte de la Bretagne et Pays de la Loire, etc. Donc c'est tout un ensemble qui se traduit actuellement par une dynamique effectivement très forte, avec bien sûr des conséquences dans les choix d'aménagement, développement des logements, des transports et y compris des marginalités. Voilà. C'est plus un commentaire qu'une interrogation, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, je voudrais poser une question. J'habite au centre-ville et à la fois dans mon syndic et dans le quartier, il y a de plus en plus... vous n'avez pas parlé du phénomène des locations, là, Uber et compagnie, et aussi des résidences. Est-ce que c'est compté est-ce qu'ils sont repérés en tant que croissance démographique, puisqu'ils ont l'air d'être sans arrêt occupés? Quand je parle de résidences, c'est les résidences pour... hôtelières, c'est ça, les résidences hôtelières? Oui, c'est ça, résidence hôtelière. Voilà, exactement. Du Airbnb, par exemple, c'est ça? Pardon? Du Airbnb, par exemple? Oui. Oui, il y a Airbnb, mais il y a aussi aujourd'hui une offre qui sont plutôt des résidences appartements, Apart City ou des choses. Voilà. Et ce que j'ai constaté, alors pourquoi je vous pose la question? Parce qu'en fin de compte, les résidences hôtelières pour salariés, c'est les personnes qui investissent. Et donc, elles n'habitent pas. Je vous parle de ça parce qu'il y en a deux dans le quartier, pas loin de la Cité des Congrès. Et l'autre, c'est Airbnb, où là, sur des petits logements, maintenant, les propriétaires louent ça, quoi. Ça vient nous tomber dessus depuis 2 ans. Enfin, pas tomber dessus parce qu'on est un syndic coopératif. C'est difficile à gérer quand les personnes ne sont pas là. Donc, est-ce que ce type de logement est compté
comme dans l'augmentation de la démographie, puisque c'est des gens qui habitent de plus en plus, quoi. Je vérifierai après, je vous ferai passer les éléments. À mon avis, c'est plutôt mal compté. On est sur un recensement qui prend en compte la population qui occupe une part importante de l'année le territoire. J'ajouterais par ailleurs que les modalités de rénovation du recensement, que j'ai un peu survolé tout à l'heure, sur les communes de plus de 10 000 habitants, ce n'est que 8% de la population de la commune qui est recensée chaque année. Okay. Donc quand on prend en compte 5 années de recensement, c'est pour faire 5 fois 8, quoi, et augmenter finalement la part de population recensée. Et typiquement sur des phénomènes un peu épisodiques comme ça, l'INSEE, à mon avis, n'a pas le bon outil pour apprécier ces mouvements de population-là. Néanmoins, ce qu'on peut en dire, c'est que la dynamique démographique est déjà forte sans le voir, donc on peut penser qu'encore une fois, elle est encore plus importante en tenant compte. La dernière, c'est vous restez dans l'ère métropolitaine par rapport aux cartes. Alors toujours à partir de mon quartier, ça fait 40 ans que j'habite, je m'aperçois que les jeunes ménages émigrent, c'est-à-dire sur des lignes de SNCF, concrètement du côté de Montaigu, etc., Léger, Ancenis aussi. Donc j'ai des tas de la coiffeuse, le marchand de journaux, voilà. Ça n'a pas été repéré et donc c'est des gens qui viennent travailler tous les jours sur Nantes. Clairement, dans ces dynamiques démographiques, lorsqu'un ménage finalement poursuit son parcours résidentiel, émigre à un moment pour acheter, souvent c'est le rêve de la maison individuelle. On en parle un petit peu dans la publication sur les acquéreurs en Loire-Atlantique. Il y a d'ailleurs eu une double page aujourd'hui sur Presse Océan avec une petite interview d'un jeune couple qui a concrétisé son parcours. Souvent, en fait, les ménages, à un moment, ils sont confrontés à un choix de localisation en tenant compte des lieux de travail, des lieux de loisirs aussi, et de la congestion des réseaux. C'est là où la boucle est bouclée. On revient sur l'élément d'introduction tout à l'heure. La dynamique démographique met en tension toutes les politiques publiques, et après, ça renvoie à la manière dont les réseaux de transport et les infrastructures permettent d'accompagner ça. Et bien entendu, c'est sur les réseaux les plus performants qu'on note une concentration des installations des ménages. Et donc, à la faveur des lignes de tram-train, à la faveur de lignes de transport en commun, de chronobus performants, etc. Oui, Michel. Oui. Puisque les commentaires semblent autorisés, sur l'étalement urbain, heureusement qu'il y a l'étalement urbain. Enfin, c'est une réflexion que m'inspire votre présentation dans la commune périphérique. Parce que si tout le monde restait dans les 24 communes de Nantes Métropole, on n'y arriverait pas. Et la question, je pense, de l'étalement urbain, c'est la question de la consommation de l'espace agricole. L'étalement urbain ne se confond pas avec la consommation de l'espace agricole. Je pense que... Voilà, c'est juste un petit commentaire. Commentaire sur le commentaire. Mon intervention n'avait pas pour vocation d'aboutir à la conclusion « Vive l'étalement urbain ». Je ne l'ai pas vu venir. Néanmoins, commentaire sur le commentaire, si vous m'y autorisez. Cette dynamique d'étalement urbain, ou en tout cas de dynamique d'évolution de population sur le territoire, je pense qu'il y a quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est le choix des ménages. Et il y a des ménages qui ont fait le choix, qui font vraiment le choix de s'installer sur certaines communes qui ne sont pas forcément au sein de la métropole. Et on est encore dans un pays de droit, et donc si elles le souhaitent et qu'elles le peuvent, elles le font, avec les conséquences que ça peut avoir, ou en tout cas elles s'organisent aussi pour le faire. Là où il y a un point de vigilance à avoir, c'est quand ce choix est plutôt subi ou restreint par une absence de diversité d'options proposées. Et donc c'est tout l'enjeu finalement de proposer sur la métropole une diversité d'offres de logements, donc certes en volume suffisant, mais aussi en gamme de prix diversifiés. C'était l'un des axes du PLH. Il y a du libre, mais il y a aussi sur la métropole de l'accession abordable et maintenant de l'accession intermédiaire. L'idée, c'est de faire en sorte que le choix soit donné aux ménages de s'installer sur le territoire, s'ils le souhaitent. Et ils le souhaitent souvent.
Moi, je vais revenir sur les conséquences de cette démographie galopante, on pourrait dire. Alors peut-être plus spécifiquement sur la métropole, c'est-à-dire qu'on voit bien que les politiques qui sont impactées ou qui doivent prendre en compte cette dynamique, elles sont nombreuses. Vous les avez rapidement évoquées en préambule, mais on vient de parler du logement, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui les conséquences sur la création d'écoles, de nouvelles écoles par rapport à une population, d'autant que c'est d'abord le solde naturel qui nourrit la croissance, et que donc ça veut dire qu'il y a une population d'enfants assez importante. Donc sur tout le système éducatif, les écoles, les collèges, est-ce que ces chiffres-là, j'imagine que oui, sont pris en compte, et est-ce que vous retrouvez, parce que vous n'êtes pas chargé de définir les politiques, vous fournissez des données, des informations. Est-ce que vous avez le sentiment que la métropole aujourd'hui intègre cette dynamique suffisamment? On voit bien les questions de transport. On les a évoquées avec Laurent Frouin, mais on les constate tous les jours, si je puis dire. Les questions d'éducation, du logement, voilà. Sur la prise en compte de ça dans ces politiques, votre regard un peu extérieur à la collectivité vous permet d'affirmer que c'est bien pris en compte suffisamment? Ça renvoie aussi aux compétences des collectivités. Et donc là, par rapport à ça, on travaille avec une diversité de collectivités, donc la métropole, et en tout cas d'autres intercommunalités en Loire-Atlantique, mais aussi des communes. Et dans les travaux qu'on conduit avec eux sur des prospectives scolaires, effectivement, ça permet de mettre un peu la lumière sur les dynamiques à venir sur les territoires. Souvent, ce qu'on observe sur les communes de métropole, c'est une augmentation de la fréquentation des écoles. Mais du coup, c'est pas parce qu'il y a une augmentation de fréquentation que ça doit aboutir systématiquement à une construction d'écoles nouvelles. Ça renvoie aussi à la manière de gérer ça, à la capacité d'accueil des équipements existants et aux conditions de scolarisation des tout-petits, hein, parce que là, pour le coup, je parle plutôt premier degré. Et là, pour le coup, ces éléments sont bien surveillés par les collectivités compétentes, et c'est l'un des autres axes sur lesquels les collectivités doivent s'organiser pour accompagner la dynamique démographique du territoire. Car oui, sur la métropole, on observe une progression des familles avec enfants et donc une augmentation du nombre d'élèves inscrits en premier degré, et ça va durer encore. Et je crois que la région a programmé 5 nouveaux lycées sur l'ensemble du territoire régional. Oui, avec la construction de lycées aussi sur le Sud-Loire, du côté de Vertou, de Saint-Philbert-de-Grandlieu, si je ne dis pas de bêtises, l'extension du côté de Brain, l'extension du côté de Pornic. Il y a toute la tension liée aussi sur les effets de cette démographie dynamique du territoire à toutes les tranches d'âge, y compris sur les tranches d'âge plus jeunes. Alors, est-ce qu'il y a encore des éclaircissements ou des compléments? Alors, à une époque, il y a eu à Nantes le phénomène des décentralisations parisiennes qu'on a connu à travers différentes administrations qui sont délocalisées. Les dernières à être venues là sur Nantes, c'était la SNCF et la Poste. Il y avait environ 1 millier de personnes qui étaient délocalisées à Nantes. C'était aux alentours des années 2000. Mais depuis, il y a peut-être plus ce phénomène, donc ça s'est peut-être atténué. Mais est-ce qu'il y a d'autres formes de population, enfin d'autres types de populations qui sont venues sur l'agglomération? Et puis d'autre part, vous avez beaucoup utilisé les opérateurs immobiliers privés. Mais avec Nantes Métropole Habitat, est-ce qu'il n'y a pas des matières à trouver des explications démographiques? Sur les dynamiques démographiques et les effets de la décentralisation des grandes entreprises sur la démographie locale, c'est le premier point. Là, pour le coup, je vous invite à vous rapprocher de Jessica Bokit qui pourra vous parler aussi de l'immigration des entreprises. Et là, pour le coup, les échanges entre
entre entreprises qui développent des antennes qui étaient par exemple à Paris et qui viennent s'installer sur Nantes. Ça a des effets aussi démographiques, parce que les salariés aussi parfois accompagnent. Donc là, pour le coup, c'est plutôt sous cet angle-là, donc une approche plus éco qu'il faudrait développer. Sur la dynamique démographique par statut d'occupation, si je résume un peu le propos, en tenant compte du parc social, ce que je peux dire sur ce point-là, c'est que la dynamique de production de l'offre nouvelle est forte sur la métropole, mais moindre que celle qu'on observe sur le parc locatif privé ou la propriété occupante. Donc il y a une augmentation importante du parc locatif social. Les efforts n'ont jamais été aussi importants et ils sont vraiment très importants. Mais pour autant, je pense que ça ne représente qu'une portion infime de la dynamique démographique du territoire. Ne serait-ce que parce que les occupants du territoire, les occupants du parc locatif social sont des occupants déjà du territoire. Peut-être pour prolonger, et après je te laisse, pour prolonger quand même un peu la question, parce que sur la question des décentralisations, c'est un sujet que j'ai pratiqué puisque j'étais en charge de l'agence de développement économique lorsque les deux grosses décentralisations que tu as évoquées, c'est-à-dire la Poste et la SNCF, se sont produites. Je pense qu'il y a encore des mouvements comme ça, mais c'est plus lié à une politique nationale de décentralisation. Ce sont des entreprises qui, à un moment, choisissent. Mais il y a aussi, me semble-t-il, peut-être plus qu'avant, des couples, des familles qui décident à un moment de quitter la région parisienne pour diverses raisons et qui choisissent Nantes, je pense que Bordeaux aussi, mais voilà. Ça serait intéressant peut-être d'analyser un peu ceux qui viennent de la région parisienne, de voir comment, est-ce que c'est lié à une mutation imposée par leur entreprise ou est-ce qu'il y a un mouvement, je dirais, spontané d'attraction qui fait que voilà, il y a des gens qui décident de quitter la région parisienne pour diverses raisons et venir sur le territoire. L'article du Monde qui a été publié il y a quelques jours revenait sur ce point-là et permettait de dépeindre le portrait de ces Parisiens qui étaient plus repoussés par la capitale et qui souhaitaient avoir un cadre de vie plus qualitatif. Oui, on pourrait analyser, on l'a déjà fait, mais on peut y revenir aussi pour actualiser sur tout un tas d'autres axes. Moi, je voudrais juste vraiment insister sur le fait que oui, c'est une dynamique stratégique. Il y a des migrations aussi d'entreprises parisiennes qui viennent s'installer sur le territoire. On peut parler d'excédents migratoires d'entreprises qui s'installent sur le territoire. Enfin, c'est des flux. Mais d'un point de vue volume de population, là encore, je reviens là-dessus, on est sur un apport, 14% des flux entrants. Donc ça veut dire que ça ne représente qu'une personne sur 10 qui s'installe sur le territoire. Et dans le même temps, ça représente 10% des sorties. Donc on a 10% des habitants du territoire qui vont s'installer en région Île-de-France. Donc c'est un flux et en tout cas une flèche qui attire beaucoup l'attention parce qu'effectivement on est sur des profils différents qu'il s'agit de bien connaître, mais l'effet masse n'est pas là. Oui, juste une question décalée, peut-être comme Jean-Pierre Payon, sur la métropolisation, entre guillemets. On a un discours aujourd'hui, finalement, on est assez satisfait de ce qui se passe. Et on a invité il y a quelque temps ici un universitaire qui s'appelle Olivier Bouba, Olga, que vous connaissez peut-être, qui commence à développer, qui fait partie de ceux qui commencent à développer ce discours un peu anti-métropolisation, en disant les métropoles assèchent les territoires autour d'elles. Il y a un déséquilibre qui peut se produire entre France urbaine, France périphérique, etc. Enfin, vous connaissez tous ces discours-là. Finalement, dans ce que vous montrez, ce n'est pas le cas. Où est-ce qu'il y a le ruissellement métropolitain ici, ça fonctionne alors Honnêtement, on n'est pas... comment dire ? Ça dépend à quelle échelle vous regardez les phénomènes et sur quel territoire particulièrement. Honnêtement, quand on regarde la situation sur la métropole nantaise, on n'est pas dans le même système ou dans le même contexte d'autres territoires, où on n'est pas du tout dans la dynamique nationale. Tout à l'heure, dans la réponse, je faisais intervenir cette notion de choix. Et c'est bien ça dont il est question, c'est donner le choix et laisser la possibilité aux ménages de s'installer là où ils le souhaitent,
comme ils le souhaitent, en organisant le développement pour limiter l'étalement urbain et faire en sorte que ce soit organisé et articulé en lien avec le développement de ces territoires-là, parce que c'est pas du rural, c'est des périurbains, c'est des territoires très dynamiques qu'on accompagne au quotidien et qui organisent aussi à leur échelle et en complémentarité avec les métropoles des dynamiques qui contribuent aussi au dynamisme du territoire. Donc ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle de la métropole nantaise n'est pas la même chose qui se passe au niveau d'autres aires urbaines ou d'autres métropoles. Il y a vraiment une spécificité sur le territoire. Je suis en train de chercher un chiffre pour essayer de vous d'illustrer plus précisément, mais comment dire, cette caractéristique, on va dire, des flux sortants, par exemple, et de l'impact sur les prix. Donc oui, aujourd'hui, sur la métropole, on a pu voir d'ailleurs un article sortir ce matin sur France Info sur l'augmentation des prix dans l'ancien. C'est pas pour rien que c'est dans l'ancien que ça monte, hein, c'est là qu'ils atterrissent. Devenait très rapide sur la métropole nantaise. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça renvoie avec un enjeu de production d'une offre de logement importante sur le territoire et que les ménages, aujourd'hui, on n'a pas une production suffisante sur le territoire tout le temps et sur tous les segments. Enfin, c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Et donc, du coup, sur cette idée que tout doit se développer sur la métropole et rien ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer sur le territoire. La dynamique des territoires voisins le montre, y compris sur les champs économiques. Parce que la dynamique de progression économique s'observe aussi sur les territoires alentours. Très bien. Il y a encore une question rentrée? Non? Juste une oui. dernière, mais alors, pour, la dernière, pour rire. Alors, l'ancien président du Conseil du développement, je vais remonter loin, avait dit un jour que dans le développement métropolitain, il fallait mettre comme indicateur celui de la criminalité. Parce que ça fait aussi partie de la métropolisation. Est-ce que l'agence va un jour commencer à vérifier le taux de proxénétisme ou Non, mais il disait ça sérieusement en disant les métropoles concentrent aussi ces phénomènes-là et ça fait aussi partie du développement démographique. C'est lié aussi. Il y a des choses qu'on voit à Nantes aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, quoi. Bah, je vais répondre en rigolant moi aussi. Avant de prendre en compte ces indicateurs-là sur la criminalité ou sans rentrer dans ces mots sur la délinquance, etc., il faudrait aussi s'interroger sur la manière dont les chiffres sont constitués et évoluent dans le temps de manière à assurer un suivi sur les séries statistiques réguliers et pertinents. On peut le prendre en compte à un moment donné si vous voulez, pour rigoler, ça peut être intéressant. Mais ce qui est intéressant, surtout, et franchement, ça a été le message important de la soirée pour moi, c'est qu'on est dans une logique de dynamique et de flux. Donc c'est pas tellement la situation à un instant donné et la photo qui est intéressante, c'est comment ça évolue. Et à ce jour, sur les statistiques sur ces axes-là, je ne suis pas sûr que la manière dont on compte ces phénomènes-là soit suffisamment précise, avec des définitions arrêtées et stables dans le temps, pour pouvoir s'en servir dans la construction des politiques publiques. Très bien. En tout cas, je mets à part cet indicateur. Je crois simplement qu'on peut se féliciter d'avoir un territoire attractif. Alors même si ça pose des questions, on voit bien, hein, sur les politiques à mener, mais c'est quand même le reflet d'une belle santé économique, une belle santé démographique. Et je crois qu'on ne peut que se réjouir pour le territoire de ces orientations.